One, two. On est soi-disant là pour devenir des hommes, soi-disant là pour servir le pays, mais en fait on n'est rien. On est là pour permettre à des pauvres types frustrés de se défouler et pour passer le balai. C'est ça la réalité du service militaire. De toute manière, on ne pouvait pas faire autrement. On était obligés. À l'époque, tout le monde faisait son service militaire. Si tu n'étais pas incorporable, tu étais un crevé, entre guillemets, tu étais un bon à rien. Pendant des décennies, faire son service militaire, c'était un passage obligé. Descendez à l'accueil. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Tu t'appelles comment? À 20 ans, on donnait 1 an de notre vie pour apprendre à faire la guerre. Et il fallait toujours être bien coiffé, les cheveux coupés courts et tout. Si vous aviez les ongles sales, vous enlevez la ceinture, les lacets et au trou. Le garde à vous, le rompé, le à gauche, le à droite, c'est toujours des cris, c'est toujours des aboiements. On quittait notre village, nos parents, nos amis, notre copine. Les bras sont tendus. On passait l'uniforme. Entrez dans le rang. Homme de base, redressez-vous. On devenait un soldat. Vous appelez ça un lit au carré? J'y arrive pas. Et chez vous, comment vous faites? Chez moi, on fait pas les lits au carré, puis c'est ma mère qui les fait. Vous auriez dû l'emmener avec On vous? vous apprend à ne pas être un homme, puisque vous n'avez pas le droit de dire non. Et c'était comme ça depuis la Révolution française. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Je fais une réforme qui conduit la France à avoir, dans 6 ans, parce que c'est une réforme longue, une armée professionnelle. Depuis l'an 2000, on ne fait plus son service militaire. Il y en a qui le regrettent et qui pensent que ça nous ferait du bien, à nous les jeunes, d'être repris en main. Mais alors, si c'était si bien, pourquoi l'avoir supprimé? Pour comprendre cette disparition, revenons au début des années 60. Nos grands frères qui terminent leur service rentrent traumatisés de la guerre d'Algérie. C'est la dernière fois que des conscrits, les appelés comme on dit alors, sont engagés dans un conflit meurtrier. Nos parents ne veulent plus nous voir mourir dans des guerres lointaines. À l'Est, la guerre froide connaît un regain de tension avec la construction du mur de Berlin. Depuis 1945, la France envoie des appelés en Allemagne, au pied du rideau de fer, en première ligne, devant les soviétiques. À l'époque, on a peur des communistes. En cas d'invasion, tout le monde est d'accord, il faut que nous, les jeunes, on soit capables de défendre la patrie. Alors, qu'on s'appelle Louis, Henri, Jean ou Franck, nous, la première génération d'après-guerre, on part sans rechigner. Je sais qu'un matin, bientôt, le soleil se lèvera sur un jour différent de tous les autres. Puis ce jour-là, ce sera le départ pour moi, sur un dernier signe de la main. Je partirai par un beau matin. Le service, c'est tout un rituel. Ça commence par une convocation à la visite médicale. En langage militaire, on appelle ça le conseil de révision. Dans ces années-là, on est fils de paysans ou d'ouvriers et le service, c'est l'occasion de voir du pays. Nous qui avons été élevés à la campagne, pour arriver à devenir un homme, il fallait qu'on fasse le service militaire. Ceux qui étaient à journée ou ceux qui qui faisaient pas le service militaire, c'était la risée des collègues, quoi. C'était des jeunes qui n'étaient pas normaux, enfin. Donc nous, ce qu'on voulait à tout prix, c'était faire le service militaire pour devenir un homme. Suivant. Tournez-vous. Encore. Face à nous. Bon pour le service. On n'avait pas le choix d'être volontaire, on était désignés, on partait. Je n'ai vu aucun qui a refusé de partir. Sinon, ça aurait été une désobéissance militaire. On est affecté au hasard. Armée de terre, armée de l'air, marine, on ne choisit pas. C'est comme ça que Jean-Louis et Henri se rencontrent à Verdun, loin de leur Aveyron natal. C'est la première fois que je prenais le train. Et après, bon, pour aller à Verdun, automatiquement, il a fallu le prendre, oui. En fait, c'était la première sortie. Hein. On arrive là-bas, on ne connaît personne, on est entassés comme des sardines dans une boîte, quoi, pour ainsi dire. C'est pour ça que quand on est largué à Verdun, à 900 km chez vous, vous ne connaissez personne, vous êtes dans un pays étranger, on ne sait pas où on va, et alors on est un peu perdu, on ne sait pas où aller, quoi, presque. C'est d'ailleurs là qu'on s'est connus.
Et on se fréquente depuis. Heureusement que j'ai eu cet apôtre-là pour me mettre un peu sur les rails, c'est le cas de dire. Puisqu'on s'est retrouvés, sans le vouloir, dans la même chambre. Alors ça a été le premier que j'ai... On ne l'a pas choisi, on a dit on était là. On s'est mis au fond contre une fenêtre, moi dessous, lui est arrivé dessus, et puis voilà, c'est de là que tout est parti. On a sympathisé le premier jour. Du premier jour. Ouais. Et on ne se connaissait pas avant. Non. Quand nous sommes partis, nous étions quand même jeunes, disons, donc un peu timides, on avait tout à découvrir de la vie et de l'armée. Être soldat, ça s'apprend. Marcher au pas, cadence, saluer, obéir sans poser de questions, crapahuter la nuit, avec tout l'équipement sur le dos, monter et démonter son arme, c'est ça les classes. On nous pousse à bout jusqu'à nos dernières limites. Les gradés qu'il y avait, ils arrivaient d'Algérie, donc ils ont été là-bas à la dure, tout, et à nous, ils nous ont quand même élevés à la dure. On faisait des pompes avec le canon de fusil dans les mains, sur du gravier, et ils nous faisaient dire « Je suis trop con pour baiser Brigitte Bardot ». On faisait des pompes comme ça, à chaque pompe, il fallait le dire. On n'était pas enfermés à la caserne, mais on ne pouvait pas sortir pendant 4 mois. Un jour, il y a un gradé qui arrive dans la chambrée. Je cherche un volontaire qui sait faire du vélo. Moi, j'allais vite lever le doigt. Il m'a foutu un coup de poing dans l'estomac, un coup de coude dans l'estomac. J'ai dit, tais-toi, ferme-la, tu vas voir. Il y en a 4 qui ont levé le doigt. Corvée de chiottes, avec des lames de rasoir, nettoyer les pissoirs. Ah, j'ai dit, ah bon, j'ai compris maintenant. Votre vie est marquée par une importante étape, l'armée. Voilà ce que vous étiez, voici ce que vous êtes devenu. Être combattant, ce n'est pas seulement connaître l'armement, le tir. C'est aussi une mise en condition physique totale, parfaite. Ramper, plus vite, plus vite. Grimper, sauter, plus vite, plus vite. Vous avez le sourire qui suit l'effort, lequel fait de vous des hommes. C'est comme ça que l'armée nous parle, mais on n'est pas dupes. On sent bien qu'elle veut se donner le beau rôle. Revenir d'une marche de nuit ou un combat ou n'importe, revue de slip dans les chambres. Le slip était sale, tu enlevais les lacets et tout, et au trou. Dans les prisons, on couchait carrément sur un truc en béton. Alors en plein hiver, un froid, et il y a 2 jeunes qui sont morts. Et il y en a même qui se sont suicidés, qui ont sauté du toit là-haut de la caserne. Quand son papa et sa maman ils ont envoyé un colis, je vous garantis qu'il était le bienvenu, parce que c'était du saucisson d'ici, du jambon et tout ce qu'il fallait. Et là, on cassait la croûte tous les deux. On se faisait chocolat au lait, on se soignait un peu le moral, quoi. Pour l'oiseau qui a chanté Alléluia, sur l'arbre qui a gelé Alléluia. Évidemment, vous l'aviez reconnu, c'est Johnny Hallyday. Incorporé il y a plus d'1 an, l'idole des jeunes vient de gagner brillamment ses galons de sergent. Après l'exercice, Johnny aimerait, comme les autres, goûter le repos du soldat, mais la célébrité a ses contraintes. J'ai un peu l'ennui du pays, toi. L'ennui du pays. Bon, enfin, Paris. avec les disques et les copains, quand même, cette chambre qui te permet de te détendre dans l'après-midi. Et toutes les 3 semaines, une permission de 36 heures pour Paris, ça va très bien. La première permission que j'ai eue, c'était le mois d'octobre, ça y est. Par là, oui. Mais une 48 heures. Pour descendre ici, c'était impossible. La correspondance et les trains, ça ne marchait pas. Alors comme j'avais une tante à Paris, j'avais été en permission à Paris. Et après, à Pâques, c'était 72 heures. 72 heures, c'est pas long, hein. On fait le tour de la table, comme on disait, puis on repartait. Hein. Si on avait 72 heures, on arrivait sur le quai, on embrassait tout le monde et on repartait. Parce qu'on prenait les petits trains jaunes et rouges, les tortillas, là. Entre les corvées, les manœuvres et les rares permissions, très vite, on s'ennuie ferme et on compte les jours. On savait qu'il fallait faire tant de mois, on avait un calendrier où on marquait les jours derrière pour savoir combien il nous restait à faire. La chance qu'on avait, c'est qu'il y avait encore des bordels, quoi, hein, plus ou moins renommés.
Il y avait certainement des bordels pour les gradés, mais nous, on ne pouvait pas y aller parce que c'était trop cher. Et puis il y avait des bordels pour les appeler, quoi. Et c'était des filles de joie qui étaient assez sympathiques avec les militaires. Et donc, on faisait nos petites affaires comme ça, à peu de frais. On ne se souvient plus du solde qu'on avait à l'époque. C'était en francs, c'était peut-être 100 francs par mois. Et 8 paquets de cigarettes, je crois. Alors, ceux qui ne fumaient pas, on revendait nos cigarettes pour un prix raisonnable à ceux qui fumaient plus. 0. Il arrive enfin le jour 0, le dernier jour avant la fin du service. On le fête avec les copains, autour de la quille. La quille, c'est une coutume. Pour passer le temps, on prend un bâton, on le décore, on le taille, comme des prisonniers qui attendent leur libération. Le jour où on pouvait prendre la quille dans les mains et l'arroser avec du vin ou de la limonade ou ce qu'on avait, c'était qu'on était sorti de ce petit enfer, quoi, du service militaire. La caserne, on la laisse sans regret aux Bleu Beat, les nouveaux qui vont prendre notre place. Nous, on part rejoindre nos familles et surtout nos copines, la quille autour du cou, notre virilité enfin retrouvée. Ah, encore. Oh, ça va. Qui c'est qui veut une bise? Maintenant, on est devenus des hommes, comme disent les vieux. Mais notre vie, qu'est-ce qu'on va en faire? Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai rien dit, j'ai pas écrit à mon père, rien. Et je suis allé chez un copain, à Lançon de Provence, et je suis resté un mois. On a fait la fête, on a fait un peu les couillons, on s'est un peu défoulé. Mon père, il savait pas que j'étais libéré. Je suis revenu comme j'étais parti. Pas de grade, pas de punition, rien. J'ai que des bons souvenirs du service militaire, des bons copains, de régions différentes, avec beaucoup d'humour. Ça laissait des souvenirs qu'on a encore dans la tête d'ailleurs. Disons qu'en rentrant, nous étions moins émotifs, quand même plus mûrs. Quand on voyait Juju, on voyait repos. Quand on voyait repos, on voyait Juju. Et ça continue, 46 ans après. On voit des copains comme ça qui ont été réformés comme ça, qui ne sont pas sortis. L'esprit de sortir, de connaître, ils ne l'ont pas eu. D'ailleurs, après, il fallait revenir à l'exploitation, il fallait venir les parents à travailler. À partir de 1965, dans les casernes, c'est la génération du baby boom qui débarque en masse. On vient de la ville, on aime le rock, les yéyés, et on roule en scooter. Le pays est en pleine expansion, on appelle ça les 30 glorieuses. Pour nous, l'avenir est plein de promesses. On se marie jeune et on fait des projets. Mais il y a toujours ce service obligatoire. Et se quitter, c'est pas simple. Cette jeune femme qui est ici grâce à ses diplômes et au diplôme de son mari est seule pour de longs mois encore. Vous êtes mariée et vous êtes seule ici dans cet appartement. Où est votre mari? Mon mari est au service militaire. Vous êtes seule depuis combien de temps? Depuis 1 an. Et mariée depuis combien de temps? Depuis 1 an et demi. Est-ce que vous avez eu du mal à supporter cette solitude? Un mal énorme. Un mal énorme. Oui. Surtout au début, je pensais que je m'habituerais jamais. En général, on dit que c'est le mari qui fait le service militaire, mais je crois que toutes les femmes qui sont mariées pensent que les femmes font également le service militaire par la même occasion. Pour combler l'attente des retrouvailles, on s'écrit. Le téléphone, c'est pour les riches. Pour donner des nouvelles à sa fiancée et à ses parents, Robert entame une correspondance régulière. Chers frères et sœurs, 6e journée militaire, tout va bien. Nous sommes arrivés jeudi matin à Bordeaux, nous étions à peu près 200. On nous a tout de suite embarqués, non pas dans des camions, mais dans des cars. En arrivant au centre, on a fouillé nos bagages, détection des armes. Quand je suis arrivé à Ourtin, on s'est tous retrouvés dans la cour devant le commandant de la base. On a l'impression d'un grand vide. Il n'y a plus personne pour nous soutenir, la famille n'est plus là. J'avais demandé d'aller dans l'armée de l'air et j'ai reçu mon papier, Marine nationale, vous allez tout de suite au CFM Ourtin faire vos classes.
J'avoue que c'était assez marrant parce qu'un Aveyronais, j'avais vu la mer quelques fois quand même, mais un Aveyronais dans la marine, on n'était pas très nombreux, quoi. C'est pour ça que j'étais quand même un petit peu surpris. Puis j'ai rencontré à Rodez quelques anciens marins qui m'ont dit « mais c'est bien, tu verras, puis la marine c'est les meilleurs, et puis c'est la fleur de l'armée, tu vas aller porter, si tu as la chance d'embarquer, tu vas aller porter l'image de la France dans les autres pays, et puis tu verras le pompon rouge sur la tête, et les filles vont vous courir après. » Il y avait une image forte qui se disait à l'époque « les bons partiront et les crevés resteront ». Donc j'étais dans la disposition d'un jeune qui n'avait pas envie de partir. Je dis, après tout, je suis dans l'armée, je suis dans la marine, faisons une croisière. Et il y avait un navire qui partait dans l'océan Indien, qui partait faire une croisière de 6 mois. C'était le Provençal. Avant de partir, Robert achète une caméra 8 mm. À chaque escale, il envoie une lettre et un film. Pour Robert et René, la marine, c'est une promesse d'aventure. Pendant les 4 ou 5 premiers jours, j'étais malade à mourir. Et quand on a le mal de mer à bord, on te dit tu manges, tu vomis, tu manges, tu vomis, tu manges, tu vomis, parce que tu es encore plus malade quand tu n'arrives à vomir. Et au bout de 2 ou 3 jours, vous avez le mal de mer qui vous passe. Et après, non, je me suis habitué. Et puis, quand on est en mer pendant des jours et des nuits, je pense qu'on se pose. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais capable de beaucoup de choses que je ne savais pas avant. On est en liaison radio avec la Terre, alors qu'on est en pleine mer et on est en liaison par morse. Le 12 novembre. Chers frères et sœurs, j'ai eu le résultat de l'examen de morse cette semaine. Je suis premier avec 17,64 de moyenne. Mais malheureusement, pas de perme pour les 5 premiers comme ils nous l'avaient fait miroiter. Ils nous ont menés en bateau, si je puis dire. Le moral est bon, même si, bien sûr, je suis un peu triste de ne pas avoir réveillonné avec vous. Annie a fêté Noël avec ses parents. Notre tempête, on l'a eue. La mer s'est grossie en l'espace d'une demi-heure et cela a duré 3 jours. Nous cheminons vers le canal de Suez que nous espérons atteindre d'ici 10 jours. Le Pacha redoute des incidents avec les Égyptiens. Il nous a demandé de ne pas céder aux provocations. Il fait 30 à 40 degrés dans les postes. Je n'ai jamais autant ruisselé de sueur. Nous avons branché une douche permanente d'eau de mer sur la plage arrière. Et nous dormons sur le pont, à l'avant, sous l'affût. Je vous embrasse. Robert. C'est des rapports inoubliables avec des gens, et notamment, moi j'étais assez bien placé par ma spécialité. L'infirmier à bord, il a la chance qu'un jour ou l'autre, tout le monde a besoin de lui. Parce qu'on est malade, parce que si, parce que là, parce qu'on a le mal de mer. Donc j'ai eu le contact facile avec tout le monde. Et même quand j'étais pas en service, entre guillemets, si vous voulez, eh bien, j'avais toujours le contact et l'infirmier, il t'appelle la seringue à bord. Il dit hey, « Salut la seringue, tu vas bien ?» Donc j'ai toujours gardé un contact sympa avec tout le monde. Mais alors avec quelques gradés un petit peu sous-officiers qui étaient un petit peu repoussés, un petit peu peut-être alcoolo, un petit peu frustrés de quelque chose, il y avait des moments où c'était assez désagréable, où on avait la connerie incarnée, si on peut dire. Vous voyez, ils vous rabaissaient toujours. Voilà. C'est moi qui commande, c'est moi qui sais. Toi, t'es un bleu, tu arrives. De toute façon, t'as pas de grade. Moi, j'ai les grades, c'est moi qui commande. Chers frères et sœurs, nous avons déjà changé 2 fois de fuseau horaire. Nous sommes passés en heure Charlie. L'épisode du canal de Suez s'est bien terminé et j'ai même rapporté un tissu orné de perles pour qui vous savez. Mais c'est déjà loin. Nous sommes arrivés à Mahé, aux Seychelles, le 3 au matin. Et là, on nous attendait. Il y avait même des bals et des excursions organisées pour nous. J'ai déjà mangé des noix de coco, ce n'est pas mauvais du tout. Et on échange un régime complet de bananes contre 2 paquets de cigarettes. J'ai reçu une lettre de maman. Bien content de savoir que tout le monde connaît mes films. La tournée en Afrique du Sud s'est très bien passée. Je pourrais dire maintenant que j'ai franchi le cap de Bonne-Espérance. Ne vous imaginez pas que j'ai vu la jungle, mais plutôt une ville ultra-moderne de 350 000 habitants, Cape Town. Les Blancs et les Noirs sont séparés. C'est un pays raciste. On risque 6 mois de prison si l'on a des rapports avec une femme noire. Bon baiser à tous et à bientôt. Robert.
dès qu'on voyait la terre, ça y est, on va aller voir les nanas, on va aller voir les filles. Et putain, ils sortaient à toute vitesse. Alors c'était rigolo parce que je distribuais des préservatifs quand les gars sortaient. L'infirmier, je leur disais, voilà, vous donnez des préservatifs, et puis essayez de faire en sorte que rien n'arrive. Et puis après, au bout d'une semaine, quand on était, j'avais quelques gars qui venaient à l'infirmerie, puis qui avaient, c'est pas méchant, une maladie vénérienne du premier degré, c'est pas une blénorragie, c'était que dalle, quoi. Et alors après, je les soignais. Il y a une expression que je n'ose pas trop vous dire, parce qu'ils n'osaient pas dire qu'ils avaient chopé une blénorragie. Ils venaient me voir, ils me disaient, l'infirmier, j'ai Popol qui pleure. On nous maintenait dans un esprit, vous êtes là pour défendre la France. Et ça, c'était important, c'était un message fort. En 1965, pendant que Robert et René sont en mer, De Gaulle annonce que la France va faire des essais nucléaires à Mururoa, dans le Pacifique. Au point de vue de la sécurité, notre indépendance exige, à l'ère atomique où nous sommes, que nous ayons les moyens de dissuader nous-mêmes un éventuel agresseur. Nous en venons au point où aucun État du monde ne pourrait porter la mort chez nous sans la recevoir chez lui, ce qui est certainement la meilleure garantie possible. Il y avait cette espèce de guerre froide qui était quand même latente dans le monde. Et je pense qu'on pouvait penser qu'on pouvait être appelé à faire la guerre un jour, à défendre les couleurs. Pour nous, les appelés, ça ne change rien. Les ordres et les armes sont les mêmes. L'ennemi, c'est toujours les soviétiques. On commence à se demander à quoi on sert, à l'ère de la bombe atomique. Le 15 décembre. Chers frères et sœurs, nous avons fêté le persan en grande pompe. C'est une expression militaire pour dire qu'il me reste moins de 100 jours avant le retour. On était une dizaine de quillards et pas mal de monde s'est joint à nous. On a arrosé ça au whisky après un petit banquet. Je vous assure qu'il a été enterré en grande pompe, si vous voyez ce que je veux dire. Le moral est au plus haut depuis que j'ai reçu la lettre de la personne de mes pensées. Annie aussi a envie de se marier. Il va falloir qu'elle annonce la nouvelle à ses parents. Je puis vous assurer que ça a l'air bien parti. Toulon, le 5 mars. Chers frères et sœurs, voilà, mon supplice touche à sa fin, mais je ne m'en rends pas tellement compte. J'ai hâte de revenir car j'ai l'impression de perdre un temps précieux en ce moment. Et je ne tiens plus en place. Il faut quand même que je trouve du travail et que je mette de l'argent de côté. Bien sûr, vous allez me demander côté cœur. Maman et papa ont très bien pris la chose. Mes futurs beaux-parents sont d'accord eux aussi. Je me suis vraiment fait du mauvais sang pour rien concernant maman. Elle est contente pour moi, même si elle n'en est pas encore revenue. Papa, ça lui a fait ni chaud ni froid. Bon baiser, Robert. À la fin des années 60, on n'est majeur qu'à 21 ans. Dans les casernes, on a beau protester, on n'a aucun droit. Il faut respecter l'autorité, celle des gradés, comme celle des parents. Alors, pendant les termes, on a envie de liberté. Mais il faut faire très attention à ce que notre copine ne tombe pas enceinte. Sinon, c'est mariage obligatoire. Bernard et Michel se fréquentaient déjà avant ça. Je suis parti au service militaire, donc j'étais célibataire. On n'était pas fait pour se marier. Non, c'était pas prévu, quoi. C'était pas prévu de se marier, quoi. Moi, j'étais tout juste majeur, et puis toi... Moi, j'étais pas majeur. Il manquait encore quelques mois. Il manquait mois. encore 4 mois, moi. Parce qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Et moi, j'avais 20 ans et 8 mois, quoi, c'est ça. Là, c'était à la caserne, quand on faisait les révisions de char. Je me suis retrouvé à la caserne. Semi-disciplinaire. J'ai jamais compris pourquoi, quand on m'avait envoyé là-bas. C'est les gens qui ne savent pas parler, il faut s'en crier. Donc à chaque fois, les rapports, c'est le matin, il faut se lever de bonne heure, on descend vite à l'appel. Donc ça crie, quoi. Moi, j'étais pas du tout pour l'armée. Je trouvais que c'était inutile. Une année de perdu, donc bon, je l'ai pas tellement bien pris, mais
peut rien faire. Je suis allée là-bas quand il y a eu les portes ouvertes. Donc c'est vrai que je me suis plus rendu compte de ce qui se passait. Et puis où il vivait, où il mangeait, où il dormait. Donc ça m'a rassurée un petit peu. En fait, c'est vrai que quand je savais qu'il faisait une démarche des kilomètres, ça m'inquiétait un peu. Désormais, les portes des casernes de France se font hospitalières aux familles et relations des jeunes militaires. Fini l'attente de part et d'autre des grilles et du poste de garde. Papa, maman, la grande sœur et le petit frère, sans oublier la promise, ont droit de citer chaque dimanche sur le terrain militaire. Et qu'il n'y avait pas la pilule. Ouais. En tant que mineur, on n'avait pas l'autorisation. Je ne sais pas s'il y avait déjà des plannings familiales, mais c'est vrai que pour accéder à la contraception, il fallait quand même l'autorisation des parents. Je ne me rappelle plus exactement si c'était par courrier ou par téléphone. Je pense que c'est par courrier que tu l'as pris. On s'y attendait pas du tout. Et c'est Sophie, elle est née le 11 avril, 11 jours après. 11 jours après, j'ai quitté l'armée. On n'avait déjà pas vécu ensemble, donc maintenant on se retrouve à 3. Donc il n'a pas eu le temps de dire ouf. Hein. C'est vrai que entre la fin du service et puis la naissance, c'est vrai que ça a été de nouveau un chamboulement. Hein. Je suis rentré, c'était un samedi matin. Ouais. Et puis le lundi, je retravaillais. Et 10 jours après, j'étais papa. Daniel. La pilule est autorisée en 1967. C'est une liberté nouvelle, mais il faut toujours demander l'autorisation des parents pour en profiter. On trouve que ça va pas assez vite. On nous pousse à faire des études, mais il n'y a pas assez de place dans les facs. On veut s'exprimer, donner notre avis, mais nos revendications ne sont pas prises au sérieux. À l'armée, c'est encore pire. On a le droit de ne rien dire. Un mot ou un geste de travers, c'est la permission qui saute, et quand on est déconneur, comme Jean-Marie, ça peut ne pas bien se passer. Quand je suis entré dans cette caserne à Brive-la-Gaillarde en novembre 1966, je crois que plusieurs choses se sont heurtées à moi, oui. La dimension de la caserne, effectivement, le nombre de militaires qu'il y avait là-dedans, la discipline qui était quand même encore très rigoureuse à cette époque. On faisait des défilés dans la cour de la caserne où l'on chantait « Nous sommes les hommes des troupes d'assaut » et c'était des pas de légionnaires qu'on faisait. « Nous sommes les hommes des troupes d'assaut ». On restera jusqu'à ce soir, mais vous y arriverez. Hop! Arme sur l'épaule! Hop! Rentrez! Hop! Vous fatiguez avant moi, va. J'étais donc dans les élèves gradés. Le but était de devenir première classe, sergent, ou je ne sais trop quoi. Et comme j'ai été viré, après on m'a mis dans les transmissions où l'on faisait du morse. Titi, tata, titi, tata. Et donc comme j'ai été viré aussi, après dans les commandos de choc, c'était la guerre en permanence, quoi. Le fait d'être mis dans les commandos de choc, compte tenu de ma corpulence, c'était vraiment disciplinaire. Ce qui s'est passé aussi, ma mère est décédée pendant mon service militaire. Elle avait 47 ans et elle est décédée en 1967, en plein milieu de mon service militaire. Ça n'a pas arrangé les choses. Présentez! Hop! Qu'est-ce qu'elle dirait, Brigitte Bardot, si elle vous voyait présenter les armes de cette façon? Merde. Quoi? Elle dirait merde, chef. 15. Brive, le 22 décembre 1966, 126e régiment d'infanterie, compte rendu d'une punition au soldat Jean-Marie Descombes, 2e classe, 8 jours de prison. Motif? Mauvaise volonté évidente lors du parcours test. A franchi le parcours du combattant en 11 minutes, au lieu d'1 minute 50. Descombes a ainsi confirmé sa mauvaise manière habituelle de servir. Je reconnais les faits. La cellule, c'était très dur. Très, très dur. Quand on m'a mis dans la cellule, c'était donc pas plus large que la table, un lit qui était collé au mur, une ouverture rectangulaire, la porte qui était à ça du sol parce qu'on passait la nourriture sous la porte.
J'ai fait une petite crise de claustrophobie et j'ai été obligé de frapper à la porte. Vraiment, bon, après on m'y a remis, ça a été. Mais le début a été très, très dur, vraiment. C'est vrai que le service que j'ai fait m'a vraiment préparé pour mai 68. C'est évident, évident. Ah oui, c'est sûr. Ça s'est installé dans ma tête un esprit très revendicatif. De vengeance, j'avais envie de me venger de ce service militaire très dur quand même. Et le fait de quitter l'armée fin février et d'aborder mai 68 un mois après ou 2 mois après, bref, j'étais bien disposé pour revendiquer. En mai 68, c'est l'explosion. Tout ce bouillonnement contestataire finit par s'exprimer dans la rue. Les revendications pour libérer les mœurs et la société ne franchissent pas les murs des casernes. Nous, on est enfermés et surveillés de près. Les gradés ont peur qu'on se rebelle. Le courrier est arrêté, les journaux sont interdits. L'information passe au compte-gouttes. En ce qui concerne la RATP, le trafic du métro est nul et le trafic des bus est arrêté dans l'après-midi. 21 lignes de remplacement par camions militaires gratuits seront mises en place dès demain matin dans le sens banlieue-Paris. À la SNCF, le trafic est nul sur l'ensemble du réseau et les gares parisiennes... On a appris les événements de mai 68 à la radio, mais c'est parti progressivement. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu des grèves d'étudiants ou des manifestations d'étudiants. Ensuite, la situation s'est un peu envenimée quand les salariés se sont mis en grève, que le pays s'est un peu bloqué. On était tenté quelquefois d'être un peu antimilitariste. Il y a eu des instructions données pour préparer les camions. Mais au départ, ça n'inquiétait pas trop. Mais petit à petit, les gens, quand on a parlé que l'armée devait intervenir contre les manifestants, là, ça a commencé à inquiéter un peu. Qu'est-ce qu'on fait si on est obligé de partir pour contrer les manifestants? Bon, il n'était pas question d'armes à feu, mais c'était d'être muni de bâtons, par exemple. Et beaucoup disaient, moi, je ne tape pas sur les copains. Au final, on n'a rien vu de mai 68. Après les événements, qui est réquisitionné pour nettoyer les dégâts? Nous, les bidasses, comme d'habitude. Tout rentre dans l'ordre. De Gaulle et Pompidou sont toujours là, l'honneur est sauf. Dans les casernes, la discipline reste la même. Moroses ou gais, vides ou pleins, les jours ont passé. Les matinées de quilles sont souvent moins glorieuses que les nuits qui les ont précédées. Quelque chose se détruit, la vieille bande se disloque. Il faut dire adieu aux copains. Avec 68, c'est l'image du caporal-chef qui en a pris un coup. Nos copines nous préfèrent contestataires aux cheveux longs plutôt que soldats obéissants. Notre slogan, faites l'amour, pas la guerre, peace and love. On défile avec les pacifistes contre les guerres du Vietnam. On veut se rendre utile, faire un service civil. Mais il faut se taper 2 années au lieu d'une pour avoir le statut d'objecteur de conscience. Et c'est l'armée qui décide. Autant dire qu'on a peu de chance de l'avoir. Obtenir un statut d'objecteur de conscience, c'est quelque chose de très difficile. La loi ne permet pas une information très importante sur ce statut. Il n'y a qu'une période très limitée pour demander le statut. Il faut bien voir que les gens qui demandent le statut sont des gens qui font ça parce qu'ils ont certaines convictions politiques, entre autres. Et ces convictions les amènent à se situer parfois devant un tribunal qui est quelque chose quand même d'assez répressif. Il y avait beaucoup d'objecteurs qui développaient dans leur demande de bénéfice du statut, qui développaient des arguments politiques, etc. Et cela était rejeté automatiquement. Donc des objecteurs en service, c'était à peu près entre 30 et 40 par an à ce moment-là. L'objection est toujours perçue comme une désertion par les militaires, et puis c'est ce qu'ils véhiculent, c'est des lâches, c'est des mauviettes, c'est des gens qui veulent pas se battre et tout. Gilbert veut faire son service chez Emmaüs comme objecteur de conscience, mais les militaires l'envoient dans le Var pour débroussailler des collines. Avec ses camarades, ils se mettent en grève. Du jamais vu. Gilbert, merci de ta lettre. Elle n'aurait pas pu mieux tomber. J'avais juste un cafard de tous les diables. Ainsi donc, vous avez filé de là où l'armée vous avait mis d'office. C'est évidemment ce qu'il y avait de plus logique à faire. C'est d'une insolence à leurs yeux tout à fait délicieuse. Je ne sais pas quelle sera leur réaction,
mais il risque de vous porter déserteur. En Christ, Rosemary. En fait, on était sous statut militaire pendant notre service civil. Du moment qu'on était en grève, on s'était déclaré officiellement en grève, on pouvait être arrêté une semaine après comme déserteur, quoi. Donc nous, on s'est vite mariés entre-temps pour que si j'étais emprisonné, Rosemary puisse venir me voir en prison en tant qu'épouse. Et puis donc, début janvier, le premier objecteur en grève a été arrêté, a été mis en prison. Et après, donc là, on a déclaré une grève de la faim à Lyon, à Bordeaux et à Rennes. On avait un local où on tenait des conférences de presse, on jeûnait, on recevait le public, on dormait, on avait organisé tout ça. Là, il y a eu énormément de soutien, énormément de manifestations, la presse en a beaucoup parlé. Notre demande, c'était de ne plus être jugé par les tribunaux militaires, mais en tant que Français, en tant que civil, pas en tant qu'objecteur. Cher Gilbert, tu jeûnes depuis la semaine dernière. J'espère que tu n'es pas trop faible et que tu n'auras pas besoin d'aller au bout de tes forces. Ça va faire du bruit et de cela, ils ne veulent justement pas. Car pour que leur système reste en place, ils veulent laisser la population dans l'ignorance. Heureusement que j'ai mes amis qui me retiennent un peu. Moi, j'aurais envie de faire sauter tout du premier coup. Il paraît que je suis une charge de dynamite. Je suis avec toi, Rosemary. C'est la gendarmerie qui est venue nous chercher à 6h du matin. Donc là, j'ai été mis en cellule de sécurité, comme homme dangereux. Et puis après, j'ai intégré les cellules à l'étage. Rosemary s'est organisée pendant ce temps, elle, pour récupérer ses affaires aussi et son vélo, parce qu'il fallait qu'elle s'organise pour travailler un peu sur Lyon. J'ai fait du porte-à-porte, je suis allée d'hôpital en hôpital. C'était à une époque où on trouvait du travail, donc j'allais franco, je disais il me faut des horaires, que je puisse aller en prison voir mon mari. Bon, j'ai eu un très bon accueil de tous les chefs de service et puis j'ai donc été engagée comme femme de service et pas trop loin de l'hôpital, avec des horaires où je pouvais m'échapper pour aller visiter Gilbert. Gilbert et ses amis objecteurs sont libérés après un non-lieu. C'est notre première victoire. On se passe en boucle la chanson que Maxime Le Forestier vient d'écrire en rentrant du service. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Lors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engences, les gens bien et les terroristes. Parachutiste. L'armée ne s'y trompe pas et décide pour la première fois de nous donner la parole. La rouspétance, la grogne, font aussi partie de la tradition. Il suffit d'un soir de bivouac pour qu'elle s'exprime sans contrainte. On n'a pas beaucoup d'actions pendant l'année. Service militaire, on pourrait, disons, diminuer en 3 mois. Je suis sûr qu'on saurait autant de choses. C'est qu'à l'heure actuelle, on ne voit pas tellement la France entrer en conflit avec un pays. Alors, les jeunes ne voient pas la nécessité du service militaire. Moi, je trouve que si c'est pas une armée de métier, que les gars ils sont à 1 an et qu'ils s'en foutent, ça fera jamais une armée de métier. Lève-vous là-dedans! Gueule pas comme ça. Hey! Dès le matin, surtout. Debout, les gars. Les gradés font semblant de nous écouter. Ils ne trouvent pas mieux que nous ressortir le général Massu, un des chefs de l'armée pendant la guerre d'Algérie où il a couvert l'usage de la torture. Ils sont beaucoup trop intelligents, les soldats d'aujourd'hui. Parce que il y a des gens plus intelligents qu'eux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas? Et qu'ils ont d'ailleurs élus, qu'ils ont contribué à élire, eux ou leurs parents. Ces gens-là estiment qu'il faut encore une armée, c'est que probablement ils estiment que la France doit être défendue. Pour échapper au service, on est prêt à suivre n'importe quelle course. Bien sûr, il y a Rakiri, on fait gagner du temps avec les études et le sursis, on cherche un ami des parents, ou un ami d'amis qui connaîtrait un député, ou même un gradé conciliant qui pourrait nous pistonner et nous trouver une planque. En désespoir de cause, on essaye de se faire passer pour fou, mais on risque gros. Comme Jean-Louis. J'avais pas envie de le faire, c'est évident. J'avais pas envie de le faire. Il était hors de question que je m'engage, que j'aille dans l'armée, quoi. Ça me concernait pas. En plus, bon, c'était pas loin de 68, tout ça, l'armée, ces systèmes oppressifs étaient... Et donc j'ai voulu me faire réformer, donc j'ai joué.
Et j'ai joué à quoi? J'ai joué aux troubles de comportement, à l'hyperémotivité. Et au bout d'un mois, en effet, j'ai été envoyé chez le psychiatre et là, j'ai cru que j'allais être réformé. S'il rentre comme ça à la caserne, il est réformé, c'est sûr. J'étais très affaibli, j'étais pas en très bonne santé. J'avais des piqûres tous les jours. Hein. Et ce psychiatre, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, cet homme qui... Je sais pas d'où il venait. Il avait l'air de tout sauf d'un psychiatre, avec sa blouse blanche et son crâne rasé, il ressemblait plutôt à un boucher. Et cet homme m'a brusqué, quoi. Me traitant de pédé, crise de larmes, on était comédien. Et il m'a foutu dehors. Pendant un mois, j'ai fait, je crois, toutes les corvées imaginables qu'on puisse imaginer à l'armée. De peigner la pelouse lorsqu'elle avait été recouverte par la neige, de chasser les feuilles mortes avec un filet à papillon. Et on m'appelait Cendrillon. Parce qu'à 5h du matin, ma foi, je passais la serpillière sur les escaliers. Enfin, j'avais rien à faire, quoi, rien. Et au bout d'un mois, ils m'ont renvoyé à Radolzel. Et là, ils m'ont mis d'office dans la compagnie, dans la 2e compagnie, je me souviens, qui était la compagnie des commandos. Bon, on prend tout à zéro. Le salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tatouage, sergent. Depuis quand? Je l'avais avant de venir ici. À partir de dorénavant, vous saluerez de la main gauche. On nous appelait les bœufs, quand même. On était crasseux. Mais on avait une douche par semaine. Une douche par semaine. Et on se lavait le matin le visage à l'eau froide, comme les chats. Donc oui, on était sales. Et forcément qu'on ne se changeait pas tout le temps, bien sûr. Mais par contre, obsession de la propreté dans les carrés. Les lits au carré, les draps au carré. Pas une poussière sur le radiateur, pas une poussière sur l'armoire. Alors il y avait un colonel assez sadique lui aussi, je me souviens très bien, on le surnommait la Bête, je ne sais plus son nom. C'était un homme très méchant. Quand il entrait, la première chose qu'il faisait, il passait sa main sur le dessus de la porte. Et bien évidemment, le bidas avait nettoyé le dessus de la porte. On avait même nettoyé le dessous des armoires. Car la Bête pouvait déplacer les armoires et passer la main sous l'armoire pour voir s'il y avait de la poussière. Mais là aussi, on avait nettoyé. Et tout était impeccable. Et un jour, il va pour partir, et je revois tous les soldats là, qui étaient blêmes, terrorisés, quoi. Et il s'arrête, il se retourne vers nous, il met la main dans sa poche, et il sort un opinel, un canif, quoi. On est interloqués, le souffle nous est coupé, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va faire? Et il se met à genoux, il s'accroupit, et avec la lame de son couteau, il va fouiller entre 2 lamelles du parquet. Et là, au bout de sa lame, il y avait une petite boule de poussière ou de terre, quoi, une petite boule comme ça. Et il nous regarde avec ses yeux bleus, je m'en souviens très bien. Il nous regarde, il nous fait... Mais c'est le bordel ici. Je me souviens qu'après ce service militaire, pendant des années, je faisais des cauchemars. Pendant des années, je rêvais que j'étais réincorporé, que je repartais dans le train pour Radolzel. Je me réveillais la nuit. Ça a duré des années, ça. Au milieu des années 70, on n'est plus les seuls à se rebeller contre les militaires. Au Larzac, des paysans se battent contre l'implantation d'un camp militaire décidé par le gouvernement. Chaque été, on est de plus en plus nombreux à les rejoindre pour occuper les terres agricoles et refuser l'expropriation. Nous refusons de donner notre terre pour faire évoluer des chars et apprendre des hommes à tuer. Nous sommes trop convaincus que ceux qui préparent la guerre auront la guerre et que pour avoir la paix, il faut que règne la justice.
Certains révolutionnaires vont dans les usines pour militer. Nous, on veut faire évoluer l'armée de l'intérieur. C'est Robert, militant de la Ligue communiste, qui s'y colle. Avec quelques copains, il va vraiment faire bouger les choses. Offenbourg, le 5 décembre 1973. Ma chérie. Comme prévu, ce week-end est sinistre. Hier, je suis arrivé à 20h15 à Offenbourg, puis on a poireauté, car on nous avait oubliés à la gare. Ce matin, réveil à 6h. Les renseignements généraux et leurs collègues de la sécurité militaire ont préparé mon arrivée. Ils ont un dossier sur moi, à cause de mon passé militant, et je vais être sous surveillance. Les gens de la Chambrée sont assez sympas, mais ils sont tous plus apolitiques les uns que les autres. Voici mon adresse exacte. Canonnier Pelletier Robert, 11e batterie, première section, secteur postal 69 631. Transmets ces infos aux copains, je leur écrirai plus tard, quand j'en aurai le courage. Tu me manques beaucoup, Robert. On laisse toujours des gens derrière soi, c'est-à-dire que la famille, donc moi mes parents, ma mère était encore vivante, mon père était décédé, mon frère était là mais un peu de distance, et bon, donc j'avais une copine, on disait pas une fiancée. À l'époque, en fait, j'étais enseignante au même lycée que Robert, où il était surveillant, donc on vivait ensemble. Robert était quelqu'un de très vivant, bon, il faisait vraiment jeune homme de la banlieue, bon, il était aussi assez actif, il était étudiant en mathématiques, bon, on avait vraiment des liens, et puis, bon, il avait lui aussi envie de faire des choses, manifestement, quoi. Quand on arrive, même quand on arrive un peu en retard, on est quand même sidéré par le monde incroyable que c'est, c'est-à-dire un monde tellement différent et difficile à raconter, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement, surtout dans ces années-là, quoi, qui correspond plus du tout au reste de la société. Bon, c'est quand même dans ces années-là qu'on a abandonné l'uniforme à l'école, toutes ces choses-là qui là, à l'armée, sont marquées avec une violence, en tout cas une violence morale. Donc voilà, le défilé, le lever des couleurs, l'uniforme. Moi, comme militant, je me dis tout de suite, je ne suis pas déçu du voyage, c'est bien comme on me l'avait dit, et donc ça va sûrement susciter des résistances. Mais il y a ceux qui n'ont pas une démarche militante ou une démarche militante différente, en tout cas, supportent très mal, en fait, cette violence. Moi, je pensais que Robert, rentrant dans l'armée, il militerait dans l'armée, quoi. C'était quand même... c'était assez naturel, quoi. Paris, le 10 décembre 73. Mon chéri, je viens d'arriver, c'est la surprise. 2 lettres de toi. Elles ont 1 semaine de retard. Je les ai lues 3 fois. Ça me fait un bien fou. J'espère que ta convocation par le colonel s'est bien passée. J'ai fait passer l'info aux copains. Tout le monde est prêt à t'aider. On ne sait pas trop ce qui se passe dans les casernes. Combien de temps avant ta première perme? Donne-moi des nouvelles le plus souvent possible. Marie-Paul. Moi, je ne le trouvais pas tellement changé. Il racontait un peu ce qui se passait, quoi. Le premier truc qu'il nous avait raconté, c'était l'ambiance à l'intérieur de la caserne. Donc là, on était absolument ahuris, quoi. Parce que, bon, il a dit, il y avait un racisme complètement dément. Le racisme prégnant, enfin, qui est diffusé largement dans l'armée, évidemment, là, trouve une cible particulière, parce qu'il y a tout un groupe d'Antillais qui vont subir une répression particulière. Ils vont occuper tous les boulots les plus dégueulasses de la caserne, et puis ils vont être sans arrêt soumis aux blagues plus ou moins drôles de la part de la hiérarchie. Nous étions toujours dans les tâches subalternes. Corvée de chiottes, corvée de ramassage de feuilles. Les gradés n'avaient pas d'injure directe, c'était sournois. Leur manière de parler, ils vont parler petit nègre. Alex, un jeune Guadeloupéen, fait son service en métropole. Il rencontre Robert dans la caserne de Draguignan, où ils sont tous les deux affectés. Non seulement je râlais, mais je disais aux dirigeants concernés, aux gradés concernés, je leur disais ce que j'avais à leur dire. L'institution ne supporte pas ça, en fait, la moindre critique, parce que ce qui fait sa force, justement, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. Dès qu'on bouge une pierre, on a l'impression qu'on va prendre la baraque sur la gueule, quoi. Ah, la Grande Muette, oui, elle existe. Ce sont les centaines de milliers de jeunes appelés qui n'ont qu'un droit, c'est celui de se taire. Et c'est pourquoi nous avons demandé à un jeune soldat de venir témoigner ici. Dominique, tu n'es que soldat de 2e classe. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui quel est le climat dans les casernes dans cette campagne électorale?
Pour la majorité des copains qui sont dans l'armée de terre, et surtout ceux qui sont dans le régiment de manœuvre, dans les camps d'entraînement de commando, bon, le régime non plus ne change pas, mais là, il est beaucoup plus dur. Souvent, bon, ils font des exercices, assez souvent des exercices dangereux. Pour leur donner du cœur au ventre, c'est les brimades, c'est les insultes racistes, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau dans le cadre de la Ligue communiste, on a pris la décision d'essayer justement, dans le cadre des élections présidentielles, de lancer une pétition qui s'appelle l'appel des 100. Ça tend à améliorer, alors, de façon significative, le quotidien du soldat, puisque la solde qui à l'époque doit être de 5 francs, je crois, ou 7 francs, juste comme ça, on demande qu'elle soit égale au SMIC. On demande que les permissions soient non plus délivrées à la tête du client et en fonction de l'organisation comme ça de l'armée, mais que ça soit régulier. On part sur des bases modestes, puisqu'on essaye d'avoir 100 signatures de soldats appelés du contingent. Contre l'armée briseuse de grève, nous apporterons notre soutien aux luttes des soldats. Un film est réalisé par des copains. On le fait circuler sous le manteau dans les casernes pour populariser les revendications de l'appel des 100. Notre slogan, c'est « Camarade, sous l'uniforme, tu restes un travailleur ». Aujourd'hui, ils sont plus de 5000 à avoir signé cet appel, malgré des risques réels de répression. Nous n'avons pas honte de nos idées. Malheureusement, à cause de la répression, nous sommes obligés de parler masqué. Nous réclamons notre incorporation dans notre région. Des insultes au chantage aux permissions, des pompes aux marches forcées, tout est fait pour nous humilier et nous casser. Nous sommes tous éloignés de nos familles, pour la plupart de leurs femmes, de leurs fiancés, de leurs petites amies. Il y en a marre. L'adhésion que leurs idées rencontrent permet à Robert et à ses amis d'aller plus loin et d'organiser l'impensable, la première manif d'appelés. Manifestation sans précédent hier dans les rues de Draguignan de 200 jeunes appelés du 19e régiment d'artillerie. Les jeunes soldats qui ont distribué des tracts réclamaient plus de liberté et l'amélioration des conditions d'incorporation. Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée. Il y a des commandos qui s'entraînent, il y a des fusils qui sont chargés. Nous avons défilé dans cette rue principale de Draguignan. On a fait demi-tour et la population qui applaudissait, sans comprendre ce qui se passait exactement. Il y a des civils qui nous rejoignent, qui manifestent avec nous. C'est l'étonnement et l'approbation générale. Et donc on fait le tour de la ville et puis on revient tranquillement vers la caserne. Je pense d'abord qu'il n'y avait pas 200 jeunes appelés, d'après les renseignements qui m'ont été communiqués. Il y avait également, probablement, parmi les personnes qui étaient là, un certain nombre de manifestants professionnels. Les incidents ne sont pas spontanés, ils sont préparés avec soin et minutie par des organisations qui ont décidé de s'attaquer à l'institution militaire. Car ce que je peux vous dire, c'est que l'institution militaire se défendra. Dès le lendemain, on était quasi kidnappés dans la caserne. Je suis interrogé, je sais pas, presque 2 heures par un gars de la sécurité militaire, auquel je dis évidemment rien. Et moi, je suis envoyé au camp militaire de la Courtine, au Massif central, transporté en voiture dans la journée, comme un bandit de grand chemin, quoi. Mon chéri, encore une journée jalonnée de coups de téléphone pour obtenir des renseignements. Je dois rappeler demain. Et s'ils ne me disent pas où tu es, je finirai par le savoir. Est-ce que tu es aux arrêts? Tout cela ne me semble pas très clair. On nous raconte des histoires, on est sans nouvelles. Je t'ai fait une revue de presse sur la manif de Draguignan. Des copains m'ont dit qu'elle a été filmée par la télé, mais le reportage a été censuré. Je pense à toi, je t'embrasse beaucoup, 1000 fois. Marie-Paul. Dans les casernes, la nouvelle a circulé, malgré la censure. Robert Pelletier, Alex Taurus et leurs camarades ont été arrêtés à quelques mois de la fin de leur service. Ils sont mis en prison, comme des criminels. Pour avoir manifesté en uniforme, l'armée leur fait un procès, devant un tribunal composé de militaires. Ils risquent des peines de prison ferme. Tout le monde a bougé, quoi. Je veux dire, c'est une nouvelle qu'on peut faire passer dans les journaux. Et puis ça voulait dire qu'il allait être jugé. Libérez Pelletier et ses camarades. Libérez Pelletier et ses camarades. Libérez Pelletier et ses camarades. Libérez. Donc on arrive au procès dans cette ambiance quand même de riposte importante.
donc début janvier 75. La presse va être là, la télé, la radio. Pour moi, ce procès, c'était un moment où j'ai pu dire sur l'armée tout ce qu'on avait, en tant que militant, envie de dire, et on pouvait le dire publiquement. Le tribunal n'était absolument pas à la hauteur de leurs attaques. C'était incroyable, ils se déculottaient littéralement. Et le procès qui nous est fait, c'est finalement ça se termine, bon ça sera dit d'ailleurs, c'est le procès de l'armée plus que notre procès à nous qui va avoir lieu. C'était quand même un moment de l'histoire qui avait eu lieu là. En tout cas nous on est fiers de ce qu'il a fait. Hein. Pour moi c'est assez énorme quoi. Parce qu'il fallait quand même avoir un moral d'acier pour faire ça. Il fallait être costaud quoi. Alex Taurus est relaxé, mais Robert Pelletier est condamné à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis. Quand il finit son service, son casier judiciaire l'empêche de rentrer à l'Éducation nationale, comme il le souhaitait. C'est le prix à payer pour son engagement. Cette expérience douloureuse signe aussi la fin de son couple. C'est vrai, Marie-Paul, c'était elle qui me reliait à la vie, quoi. Et je pense qu'à contrario, je pense que moi, j'avais beaucoup de mal à transmettre ce que moi je vivais. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de sens unique à notre relation, je pense. Et je pense qu'il y a aussi, ça c'est plus difficile à dire, mais il y a une espèce de... Tu sais, à chaque fois que tu acceptes une forme d'oppression, il y a une difficulté à le reconnaître. C'est-à-dire que je pense que j'aurais eu du mal à dire qu'on marchait ou pas, que quand on nous hurlait dessus, qu'on disait de courir, on courait, de sauter, on sautait. Tu vois, accepter cette répression violente, je pense qu'on aurait eu du mal de toute façon à le dire. En dehors de caserne, les choses commencent à bouger. En 1974, après l'élection de Giscard, on obtient la majorité à 18 ans et la légalisation de l'avortement. Et alors, est-ce que vous allez l'utiliser, cette majorité? Pour le vote, non, ça non. Et pour le mariage, par exemple? Pour le mariage, oui. Oui. On est nombreux à passer le bac et à faire des études supérieures. Quand on a 22 ou 23 ans, juste au moment où on cherche un boulot, faire son service, c'est vraiment du temps perdu. Sous la pression, l'armée a fini par évoluer. Le service passe à 12 mois et les femmes peuvent le faire, si elles sont motivées. On est un peu mieux payé, on peut même lire Charlie Hebdo dans les chambrées. Et Coluche est libre de ridiculiser l'institution sans être poursuivi. J'ai raté mon certificat d'études. Et puis alors, j'ai travaillé et puis j'ai été apprenti 14 fois, je crois. Après ça, j'ai fait mon service militaire. C'est un truc, à un moment, ils t'appellent pour faire la guerre. Et il n'y a pas la guerre, tu vois. Enfin, au départ, ils se foutent de ta gueule, mais tu fais comme si c'était pas vrai, tu vois. Et alors, tu es censé apprendre à faire la guerre aux Russes, en plus. C'est vraiment lamentable parce que les Russes, ils t'apprennent, les mecs, ils sont 10 fois plus équipés que toi et que tu n'as vraiment pas intérêt à y aller. C'est le secret militaire, je t'explique ça, bon. Avec l'arrivée de la gauche en 1981, les tribunaux militaires disparaissent et le statut d'objecteur de conscience devient plus facile à obtenir. Même s'il faut toujours donner une année de plus. En fait, le service militaire. Et j'étais en fait dans l'optique de me dire, plus vite ça sera fait, mieux ça sera, quoi. Comme j'avais pas d'idée précise sur ce que je voulais faire au niveau professionnel, je me suis dit, bon, commençons par ça, et puis après on verra quoi on fait. Donc moi, c'était la première fois, en fait, je veux dire, que je me retrouvais dans une certaine promiscuité masculine, en fait. Et c'est vrai que, bon, ayant un ressenti, je veux dire, enfin, étant attiré par les garçons, il est vrai que ça m'a, comment dire, un petit peu soulevé certaines choses en moi, quoi. Et en même temps, tout en essayant de cacher cette homosexualité. Effectivement, il y a les douches, quand même, où on sent quand même parfois des regards qui sont particuliers, quoi. Il y a au moment du coucher, où il y a quand même quelques perceptions de cela. Pour faire le pli correctement, vous superposez bien les deux coutures et vous écrasez le pantalon. Vu? Il faudra lui redonner un coup, parce que les élastiques ont fripé ce matin. Hein. Veste. Chez les gradés, en fait, au niveau du langage, c'est vrai que ça revient
très souvent, quoi, ce langage qui fait référence quand même à une certaine homophobie. C'est-à-dire l'homosexualité étant considérée comme le fait parfois d'être un sous-homme, quoi. Ça, c'est quelque chose que l'on entend parfois très très souvent, mais sous couvert parfois certains de refoulement d'homosexualité. On est tout le temps là-dedans, tout le temps dans le rapport de force, dans la démonstration, dans les allusions sexuelles en permanence. Moi, je me souviens que quand on a mis notre calot, une sorte de képi comme ça, il y avait un sergent-chef qui nous disait, très content de lui, il répétait ça sans doute à chaque fois, et tu disais, le calot qui était comme ça, il dit, calot doit être fermé, ce n'est pas un vagin. Et quand j'entendais ça, à la fois on était consternés d'entendre ce truc-là, à la fois on rigolait, mais en même temps, si c'est pas possible, il dit ça, il est sérieux, quoi. Vraiment, la fois où je me suis rendu compte que j'étais dans un autre univers, c'était au bout de 2-3 jours, on était tous en uniforme kaki, les Rangers, tout calot, tout, on était peut-être 200. Il y avait au-delà de l'escalier, il y avait un lieutenant-colonel qui était là, imperturbable, César qui regarde ses troupes. Et devant lui, en revanche, il y avait un sergent, je pense, qui faisait les 100 pas, et qui lui qui était en colère, vraiment, mais qui était en colère, ça sentait qu'il fallait que ça sorte, quoi. Et il nous dit, messieurs, vous vous prenez pour des soldats, vous n'êtes que des gonzesses. Comment? Comment? C'est la première fois que j'entendais ça, je disais, c'est pas possible. En plus, pour lui, gonzesse, bien sûr, c'est une insulte, quoi. Vous ne portez pas des uniformes, mais des tutus. Et vous osez vous présenter comme ça devant le colonel, mais c'est une honte! L'homophobie m'a paru vraiment comme une bêtise hallucinante, quoi, au sein de l'armée. Enfin, bien sûr, c'était bête aussi avant que j'intègre l'armée, hein, le sentiment, mais là, je trouvais que ça atteignait des records de bêtises, quoi. Et contrairement à ce qu'aurait pu jouer chez certains, un traumatisme, le fait d'entendre systématiquement des insultes envers les gens qui sont homosexuels comme moi. Moi, justement, ça m'a donné plus l'envie de m'éloigner de ce monde imbécile, quoi, et d'assumer encore plus mon homosexualité par la suite, quoi, en fait. À ce moment-là, juste derrière moi, j'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Dans les rangs, se faire traiter de pédé par nos gradés reste une insulte courante. Au milieu des années 80, un fait divers sordide vient ébranler leur certitude. Depuis le début de la décennie, à Mourmelon, 5 jeunes appelés ont disparu mystérieusement. C'est là que Christophe va effectuer son service militaire. Quand il y a des gens qui ne revenaient pas, par exemple, d'une perme ou qui ne revenaient pas d'une soirée, les rumeurs couraient très très vite dans la salle, hein. On était 40 dans une chambre, alors, vous voyez, une seule chambre, 40 bonhommes. Hein. Donc ça allait très vite, on se disait, ça y est, il s'est fait enlever. Quand je ratais le camion qui nous emmenait à la gare, je faisais du stop pour y aller. Donc j'aurais pu me faire avoir aussi. En 1987, un 6e jeune disparaît. Cette fois, les journalistes s'emparent de l'affaire de Mourmelon. Ce soir, pour l'armée, Guy Antoniac sera déclaré déserteur. Cela fait maintenant 15 jours qu'il n'a pas donné signe de vie. Cette nouvelle disparition dans une région déjà réputée mystérieuse n'a fait qu'alimenter les bruits les plus fous. On ressort les vieilles affaires, quelques disparitions inexpliquées, presque tous des appelés. Ma mère, elle en avait entendu parler, mais c'est surtout ma grand-mère qui avait très très peur, qui se tenait très au fait de ce genre de choses, des faits divers, des choses comme ça. Bon, il y avait eu des échos dans la presse, mais c'était pas non plus la une des journaux non plus. Hein. Silence dans les rangs. La grande muette retrouve ses vieux réflexes. Loin de chercher à comprendre ce qui se passe, les officiers rejettent la faute sur les appelés. C'est tout simplement un garçon qui a, je pense, quelques problèmes d'ordre familiaux et affectifs. Et bon, donc c'est pas forcément surprenant. Je comprends pas parce que il nous a jamais parlé d'une éventuelle désertion. Il était content d'être ici. Il avait tous ses copains. S'il aurait déserté, je pense qu'il aurait sûrement averti moi, sa mère et sa fiancée, puis qu'il a un enfant, puis il devait faire justement le baptême ce mois-ci. Il y avait la version officielle, rien ne se passe. Et il y avait une version plus humaine, où les sous-officiers notamment nous disaient toujours faites gaffe quand même les gars. On nous a donné des consignes de ne pas sortir le soir tout seul, surtout pas aller à la gare tout seul, etc., etc. Donc il y avait certainement une connaissance que, quand même, qu'il y avait des enlevés. Par contre, on ne savait pas que c'était
On ne savait pas que c'était un gars de l'armée quand même. Hein. Quand le coupable est arrêté en 1988, on réalise que c'est un adjudant. Il enlevait, violait et tuait les jeunes appelés comme nous. L'armée ne peut plus nier. Elle n'a rien fait pour reconnaître cette tragédie. Elle a définitivement perdu la face. Oui, il y a eu des moments noirs, ouais. En fait, c'est une période de ma vie que j'ai voulu effacer. Je voulais pas... C'est une très mauvaise période, oui. Il y a eu des bons moments, mais la période en elle-même, je l'ai vécue comme une prison, comme une sentence. L'armée, c'était un tatouage non voulu. Hein. Ils ne pensaient pas, ces jeunes gens-là, mourir à 20 ans. Hein. Mais c'est mon petit coin à moi, avec Serge, puis les jeunes gens. En 1988, Mitterrand est réélu, mais on ne se fait plus d'illusions. Nous sommes les premières victimes du chômage. On est la première génération black-blanc-beurre à débarquer dans les casernes. Les gradés, marqués par leur passé colonial, ont bien du mal à nous intégrer. Je suis issu d'une famille de 6 enfants. Je suis le 5e, je suis l'avant-dernier. Je suis le fils d'un immigré, la 2e génération, des enfants nés en France. Et à 18 ans, j'ai été recensé et par l'armée française et par l'armée algérienne. Donc voilà, c'était ou l'enfer en Algérie dans les casernes, ou un mauvais moment à passer, enfin tel que je me représentais l'armée à l'époque, en France, quoi. Vincennes, 7h du matin. Vous présentez votre convocation? D'accord. Vous déposez votre sac à la consigne? D'abord, je vous souhaite la bienvenue au nom du chef de corps. Et je vais vous parler des 2 demi-journées que vous allez passer par minuit. Quand j'ai fait mes 3 jours, on ne sait pas où est-ce qu'on va encore. On fait juste le choix de l'armée de terre, de l'air, ou... Puis on fait des tentatives pour y échapper, on allait revoir le psychologue, etc. Bon, moi, ça n'a pas marché. À l'époque, je voulais pas faire mon armée, quoi. Moi, je pensais plutôt à être P4, etc. J'ai pas fait d'efforts, quoi. Et pourtant, je leur ai expliqué que ma mère, elle allait partir, que j'allais me retrouver à la rue, etc. Je savais pas quand est-ce qu'elle partait, mais il n'y a eu rien à faire. Donc, je reçois mon ordre, mon ordre d'incorporation pour Sarrebourg, qui est une petite ville à la frontière allemande, française et luxembourgeoise, quoi. Quand je suis arrivé, il me semblait que tout était en place pour incorporer les enfants issus de l'immigration comme tout citoyen français. Très vite, une personne qui était dans les bureaux me faisait comprendre, fais attention, le capitaine il t'aime pas trop, il me dit des choses qui sont pas trop bien pour toi, quoi. En me parlant de ma couleur, il m'appelait le bouc, etc. Quoi. Plein d'allusions à mon physique. Et surtout, quand revient le printemps. Moi, je suis caporal, donc je suis entre le sergent et mes copains 2e classe. Il me transmet des ordres que je leur transmets. Donc j'avais souvent affaire à lui. Et en ayant affaire à lui, c'est là que j'ai vu qu'il ne se cachait pas de son racisme. C'est-à-dire qu'il me l'a ouvertement dit, je suis raciste. Lors d'une conversation d'un footing du matin, il m'a traité de bougnoul, enfin interrogé sur mes origines et conclu que ouais, finalement t'es un bougnoul aussi. Enfin. L'armée, elle vient, à ce moment-là, peut-être que c'était confus pour moi, mais je crois, après réflexion, que ça vient mettre un point, confirmer cette idée que je suis bien citoyen français, que même si ça ne plaît pas à ma mère, mais que mon père a trouvé plus pertinent pour nous, pour moi, de faire l'armée en France, pour une question pratique pour lui, mais pour moi, ça venait rejoindre l'idée que voilà, je suis français, d'origine algérienne, par mes parents, et voilà, ça mettait un point final à mes questions, même si à l'époque j'étais contre l'armée, la manipulation des armes et tout ça, quoi. Là, c'est moi, je sais pas si on arrive à me voir, sur un VAB, tireur de Zouz 7, c'est une mitrailleuse. Je devais tirer sur le char qu'on voit un peu au loin. J'étais en train de devenir de plus en plus dur, quoi. Et on m'écrivait des lettres, je répondais pas. Un jour, le colonel, il vient pour me parler.
Et on commence à discuter, et puis il me dit directement tu veux pas t'engager? J'ai appris que tu étais sans domicile fixe, et tu sais que tu as droit à une prime. Alors il m'a parlé de VSL. Je dis c'est quoi VSL? Il m'a dit c'est volontaire service long. Est-ce que tu veux signer un volontaire service long? J'ai réfléchi, je lui ai dit pourquoi pas. Attention aux armes. Là vous êtes 3, 4. Imaginez qu'il y a une grenade qui arrive. Je tombe là. Qu'est-ce qui se passe? Combien de morts? 1 ou 3? On est bien d'accord. Donc faites attention à ça surtout. Hein. Ce qui était réel dans les exercices, c'est qu'on avait des gilets électroniques sur nous, sur le corps et sur le casque. On tirait évidemment avec des cartouches à blanc, mais au bout du FAMAS, il y avait une sorte de capteur à infrarouge. Quand on tirait, si on était touché, quand on tirait, le capteur l'envoyait un faisceau, et si tu étais touché, ton gilet il sonnait. Ça faisait un son aigu strident, et on ne pouvait pas l'arrêter. Et c'était un sergent qui venait, qui dit « Voilà, toi t'es mort, tu vas sur le côté ». Et j'ai vu, en combat urbain, une section disparaître en... À l'époque, j'aurais eu un ordre, je l'aurais fait sans réfléchir. On me dit toi, voilà, tu vois, le groupe tire, j'aurais tiré, sans réfléchir. Un jour, j'ai failli me mettre une balle dans la tête. J'étais dans ma chambre, j'avais récupéré 2 balles de FAMAS. J'ai mis la balle dans la culasse et j'étais prêt à tirer tellement j'étais à bout. J'ai mis combien de temps? J'ai mis 10 ans au moins. 10 ans au moins à me sortir de là. À la fin des années 80, c'est toujours la guerre froide. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la France et les Alliés maintiennent des troupes en Allemagne. Faire son service à Berlin, c'est se retrouver en première ligne, face à l'armée rouge. Quand on arrive là-bas, comme Hervé et Dan, on a vraiment l'impression de faire son service en temps de guerre. Au petit matin, là, le train traverse toute l'Allemagne, et donc arrivé à la frontière est-allemande, on vous demande de fermer les rideaux. Donc c'est le bloc de l'Est qui est là, et donc c'est en pleine guerre froide. Et donc au petit matin, on peut ouvrir les rideaux et là je vois le mur. Donc on est tout de suite plongé dans l'ambiance. J'ai demandé l'armée de terre pour avoir le plus de chances d'être à Blois. J'ai reçu donc un petit papier un jour, un beau matin, et je ne sais pas pourquoi, j'ai caché la destination. Et j'ai découvert la première lettre, c'était un B. Donc oui, j'étais content. Un E. Et là, j'ai pensé au gendarme qui fait des fautes de frappe avec ses 2 petits doigts maladroits. Et je me suis dit, ah, pauvre militaire, 3e lettre, R. Et là, j'ai compris en un éclair que c'était plus Blois. J'ai enlevé la main, j'ai vu Berlin. Donc, j'étais pas pistonné pour dessous. Et là, le monde vous tombe sur la tête. Dans cet apprentissage des 3 premières semaines, un officier et un sous-officier nous ont amenés près du mur pour nous montrer ce qu'était le mur, qui n'était pas un simple mur posé, c'était toute une architecture qui empêchait les gens de passer. On découvre les croix de tous les gars qui sont tombés en passant le mur. Le dernier mort sur le mur, il est tombé en février 89. Ah bon? Et puis après, on vous dit en face, c'est des ennemis, c'est les rouges, c'est les Allemands de l'Est, c'est les Russes. Ils rigolent pas. Le long du mur, ils sont pas là pour rigoler non plus. Quand je suis parti pour Berlin et le mur, pour moi, le mur était quelque chose d'immuable. Enfin, on ne pensait pas qu'il tomberait demain. Du reste, même la fin de la guerre froide, on ne l'imaginait pas. Et si on ne l'imaginait pas dans un dénouement aussi heureux. Ça, c'est Checkpoint Charlie. Ouais, puis là, l'église cassée, quoi. Ouais. Donc là, c'est mon anniversaire. Donc ils m'avaient amené au foyer. Il y en avait 1 ou 2 qui m'avaient amené au foyer pour me payer un coup. Puis pendant ce temps, ils avaient fait une collecte pour acheter quelques bouteilles. Puis on a fêté ça. Et ça, c'est peut-être un des meilleurs anniversaires que j'ai eu parce que je m'y attendais pas du tout, quoi. Donc c'était vraiment super sympa. Puis là, c'est quelques photos le 10 novembre, enfin le lendemain. Hein. Voilà, avec les gens qui tapent sur le mur. Donc on a récupéré nos bouts de mur. Donc le mur tombe entre 22h et 23h30. On sort du métro, on passe devant le Reichstag, on entend une euphorie. On voit au loin des gens qui étaient sur le mur.
Normalement, 20 ans après, c'est bon, je risque plus rien. J'ai fait partie des derniers Français à être donc sous statut de gouvernement militaire à Berlin. C'est la chute du mur qui précipite la fin du service. Ils sont où nos ennemis maintenant? Le discours de l'armée sur la défense du pays ne passe plus dans une Europe où les frontières disparaissent. On vote pour la monnaie unique, on part étudier en Espagne ou en Italie grâce à Erasmus. Les techniques militaires modernes, le matériel sophistiqué ne justifient plus notre présence dans les casernes. La durée du service est ramenée à 10 mois, et on le sent bien. 250 000 gugus à jouer aux petits soldats dans les casernes, ça coûte trop cher. 95-96, c'est terminé, la guerre froide est terminée, il n'y aura plus de mobilisation, on ne sera jamais envahi, c'est fini quoi. Donc ça ne sert plus à rien. Mais eux, ils ne le savent pas encore, ils sont encore dans cette dynamique-là. Donc on veut nous couper de notre milieu, on veut nous couper de nos valeurs, de tout ce qu'on a appris, pour voilà, on va vous formater pour être des soldats, pour apprendre à obéir, quelle que soit la raison. J'ai le souvenir d'un adjudant qui était lui sympathique et qui nous disait de faire un truc. On allait faire là-bas, et puis là, il y avait un autre gradé qui nous disait non, il faut aller là-bas, etc. Bon, alors on y retourne. Et l'adjudant nous dit mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai dit de faire ça. Ah oui, mon adjudant, on nous a dit de faire ci, on nous a dit de faire ça. Du coup, il dit on, c'est un con. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Qu'est-ce que vous voulez répondre à un truc aussi dément, aussi absurde quoi. Et c'est cette année-là que Jacques Chirac a mis fin justement au service militaire. Et moi, je me souviens très bien du discours télévisé que j'ai vu à la météo où j'étais. Donc j'ai vu ça avec les gradés, donc il annonçait ça, donc ça a été... je pense que ça on le savait quoi, ça devait s'annoncer, mais enfin ça a été, voilà, c'était officiel. Il faut que la France soit capable de projeter à l'extérieur un nombre significatif d'hommes, 50 à 60 000 et non pas 10 000 comme c'est le cas aujourd'hui, dans des conditions rapides et organisées. Alors si nous voulons rassembler tout cela à une défense moderne, nous constatons à l'évidence que cela ne peut se faire que dans le cadre d'une armée professionnelle. Et donc, je fais une réforme qui conduit la France à avoir, dans 6 ans, parce que c'est une réforme longue, une armée professionnelle. Et je me souviens très bien de la conversation entre 3-4 gradés qui étaient là, et qui disaient quand même, tu te rends compte, enfin voilà, c'est fini quoi, il n'y a plus d'appelés. Et il y a un des gradés qui dit, et qui le dit, mais spontanément, qui le dit vraiment. Et il le dit, mais qui va faire le ménage? C'est l'acquis pour le service. Sa suppression n'a même pas fait débat. Le bruit des canons a été remplacé très simplement par les rythmes de la techno. Les anciens terrains de manœuvre accueillent maintenant, quoi? Des rêves partis, où nos petits frères des années 2000, habillés en treillis, viennent s'éclater. Ah bon? Oui. Pourquoi pas? Je trouve vraiment bien que ce genre de service militaire n'existe plus. Ça, alors là, cette école de l'imbécilité, ça va, on n'a pas plus. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas besoin d'apprendre ça. On nous apprenait à aimer notre pays. D'ailleurs, on voyait à bord, c'était marqué partout, honneur, patrie, discipline. Ça marque. Mais je pense que pour un certain nombre de gens qui sont un petit peu sans repère aujourd'hui, et je reviens bien sur la notion de sans repère, à qui c'est la faute, je ne le sais pas, il y avait l'armée à un moment, vous donnait un certain nombre de repères pendant un temps. Je pense à mon fils, bon maintenant il est trop tard, il est trop âgé, mais s'il avait fait un service militaire ou un truc du genre service militaire, ça lui aurait fait du bien. Je ne vois pas l'utilité de faire l'armée. Surtout que je ne suis pas sûr qu'on soit formé et qu'on soit capable de se battre après ça. Donc, quant à faire, à utiliser des jeunes gens pendant 1 an, eh ben, je pense que ce serait mieux, finalement, de les faire travailler dans un domaine qui est leur compétence. Ça leur permettrait de rencontrer d'autres gens, d'autres niveaux, d'autres horizons, d'autres mentalités, d'autres cultures. Et ce serait la seule façon qu'ils auraient de sortir des jupes de leur maman pendant 1 an ou 2, ou 18 mois, comme on a fait nous, parce que le fait de rester toujours à la maison, c'est pas bon.